Europe 1, il est 8h19, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez Olivier Besancenot. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Un chiffre qui a marqué l'actualité de ces derniers jours, plus 30%, c'est la hausse de la rémunération des actionnaires des grands groupes français, un chiffre spectaculaire. Ça veut dire qu'on se lâche sur les dividendes plutôt que d'investir ? On dirait bien, puis c'est sous un gouvernement socialiste que ça arrive, et c'est même visiblement un record en Europe. C'est même au-dessus de la moyenne mondiale, donc c'est quand même extraordinaire quand on se souvient du grand discours enflammé du candidat Hollande au Bourget, où il nous expliquait que la finance n'avait pas de visage, n'avait pas de nom, n'avait pas de parti. Alors peut-être que la finance n'a pas un seul visage, en tous les cas, elle a des bons représentants du personnel à l'Élysée et à Matignon. Ça veut dire quoi, que le patronat se moque éperdument de l'action du gouvernement ? Pour l'instant, non, je crois qu'il s'en moque pas, je crois qu'il s'en accommode plutôt cas, pas mal. Je crois que ça lui va plutôt bien, ça lui va comme un gant, même la politique du gouvernement, quand on accumule tous les cadeaux qui ont été faits aux plus grandes entreprises de ce pays, y compris aux entreprises bancaires qui sont responsables d'une crise financière et économique dont on a du mal finalement à sortir. Ça dépasse probablement les 200 milliards d'euros, et que pendant, dans le même temps, on s'adresse à la majorité de la population nous expliquant que finalement il va falloir serrer la ceinture, que le pouvoir d'achat va être bloqué, qu'il va falloir avoir moins de services publics, qu'on va même s'attaquer au livret A. Au bout d'un moment, on se dit que la coupe est pleine. Alors, dans Libération, Laurent Geoffrin disait dans son édito, il dénonçait l'incivisme consternant d'un certain patronat. Mais quand on arrête d'investir, les patrons aussi, ils sont comme la plupart des Français, ils sont inquiets. Quand on arrête d'investir, peut-être c'est tout simplement qu'on a peur du lendemain, non ? Visiblement, les actionnaires des grandes entreprises, ils ont l'air d'être plutôt rassurés, puisque eux, qui est crise ou croissance, de toute façon, ils continuent à accumuler toujours plus de richesses. Donc le vrai problème est là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est créé ne va ni dans l'investissement, ni dans les salaires, ni dans l'emploi, mais va toujours plus pour la finance. Et on a une classe politique à l'unisson qui finalement nous a raconté depuis 2008 qu'elle allait chercher à réglementer l'économie, que les excès du capitalisme, ce serait bientôt fini. En réalité, on n'a jamais été autant dans cette politique-là. Et le drame, en effet, c'est que ça arrive à gauche. Donc la question, elle est posée, y compris dans cette rentrée, sur les mesures concrètes qui sont posées par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a finalement François Hollande qui fait sa rentrée en piochant une nouvelle fois de nouvelles réformes qui avaient été imaginées par le président du mandat précédent, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Est-ce que oui ou non, il y aura une réplique sociale et politique de la gauche non gouvernementale face à ce gouvernement? Alors, concrètement, c'est quoi vos idées, vos leviers pour encourager les entreprises à investir, justement ? D'abord, si vous voulez parler d'investissement, on peut parler aussi d'investissement public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fiscalité, je ne sais pas à quoi elle sert. Fiscalement, on peut faire toutes les annonces du monde, mais globalement, je pense qu'on est tous bien concernés pour savoir que les impôts ne diminuent pas. Or, l'argent des impôts, théoriquement, enfin je vais faire un peu le béotien, à la base, théoriquement, c'est fait pour financer les services publics. Je pense aux hôpitaux, je pense aux écoles. Sauf que ça, des services publics, on en a de moins en moins. Alors, où va l'argent public ? L'argent public va de plus en plus aux intérêts privés. Donc, les investissements publics pour l'économie privée, il y en a de plus en plus, et pourtant, ça ne marche pas. Donc, il y a un problème politique de fond. Et moi, je dis que l'argent public doit aller aux entreprises publiques. Et aujourd'hui, on a besoin d'emplois, par exemple, dans les services publics. C'est un des exemples qu'il faut citer. Et donc, la question qui est posée, c'est la question du partage des richesses. Et il y a un comble du point de vue de l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, on demande à ceux qui, entre guillemets, j'aurais encore la chance d'avoir un boulot, de travailler de plus en plus vite en étant de moins en moins bien payé, alors qu'à l'extérieur des entreprises publiques ou privées, il y a 5 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi. Nous, on propose de partager le temps de travail, c'est-à-dire travailler moins dans les entreprises pour que tout le monde, à l'extérieur, en étant ça s'appelle la réduction du temps de travail. Vous commenciez à en parler d'ailleurs de François Hollande et Emmanuel Valls. Quand ils disent la rentrée s'annonce difficile, vous avez fait un tableau effectivement très noir, mais on ne change pas le cap. C'est quoi ? C'est du courage ? C'est de l'abrutissement. Ça veut dire qu'ils vont dans un mur. Enfin, jusqu'à présent, on savait qu'ils allaient contre un mur, et maintenant, ils y vont en roue arrière, c'est-à-dire encore plus vite. Donc ça, moi, je suis pas franchement étonné. Je vais pas jouer le mec qui dit en gros, grande surprise. Le problème, c'est une fois de plus en face. Est-ce que oui ou non, c'est la gauche non gouvernementale qui cherche à garder la mainmise de la contestation contre le gouvernement ? On se souvient que sous Hérault, c'était principalement la droite, l'ultra-droite, voire l'extrême droite qui a occupé le pavé. Depuis que Valls est là, il faut reconnaître que les manifestations qui ont défilé sur des questions sociales ou des questions de société contre le gouvernement sont d'abord des défilés de gauche. C'était le cas du 12 avril, on a une mobilisation des cheminots, et là on nous annonce un soi-disant sommet social. La proposition unitaire que je formule ce matin à toute la gauche non gouvernementale, c'est d'organiser un contre-sommet social, vu la teneur des réformes qui ont d'ores et déjà été annoncées, et qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation massive au moment du vote du budget qui va intervenir au mois d'octobre, fin d'octobre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation fin septembre, début octobre, contre ce budget, qui est un budget de l'austérité, contre le pacte de responsabilité et pour la défense de la sécurité sociale, parce que ce gouvernement a en ligne de mire la casse de la sécurité sociale. C'est intéressant, vous parlez de mobilisation. À une époque pas si lointaine, il y avait des grandes manifs en France, unitaires, solidaires. Aujourd'hui, les
rassemblements sont de plus en plus rares. On voit de moins en moins de gens dans la rue. On a l'impression qu'on est en train de passer, Olivier Besancenot, de la colère à la résignation, à l'abstention. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que le 12 avril, par exemple, dont je vous parlais, il y a quand même eu des dizaines de milliers de manifestants. On a eu une première grève significative au moment des cheminots, un mouvement des intermittents. On a vu aussi des manifestants se solidariser, par exemple, avec le peuple palestinien. Ça peut paraître loin, mais c'était aussi en réaction face à la politique gouvernementale. Et il y avait pas mal d'anciens électeurs de gauche dans ces manifestations. Donc la question est posée. Soit du côté de la gauche sociale, syndicale et politique, on bégaye parce que c'est le PS qui est au pouvoir, qui nous fait une politique de merde, et puis on dit finalement on peut rien faire. Soit à un moment donné, on prend ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça veut dire qu'à un moment donné, quand le gouvernement, quand Hollande lui-même nous explique que les derniers amarres, finalement, qui le reliaient à la gauche, sont finalement complètement lâchés, et bien à un moment donné, il faut assumer. C'est pour ça que je fais cette proposition d'un contre-sommet social pour organiser fin septembre, début octobre, une manifestation où il y a des centaines de milliers de personnes contre le pacte d'austérité et pour la défense de la sécurité sociale. Il faut savoir qu'au début des années 80, je prends que ce seul exemple-là, la fiscalité était financée à plus de 80% par les cotisations sociales. Et les cotisations sociales, c'est une partie de nos salaires, ce n'est pas les fameuses charges. Maintenant, on n'en est plus qu'à 57% et le restant passe par la fiscalité. Ça veut dire qu'on peut avoir, dans les années qui viennent, finalement un financement de la sécurité sociale qui soit assuré par l'État et non plus par nos salaires, c'est-à-dire un modèle pour lequel nos anciens ne se sont pas battus à l'époque. Olivier Besancenot, il y a un parti en France qui va très bien aujourd'hui, c'est le Front National. Vous pensez à tous les anciens électeurs d'extrême gauche qui votent maintenant pour Marine Le Pen ? Bah écoutez, il y en a d'abord, je dirais que les anciens électeurs d'extrême gauche dont vous parlez ou de la gauche radicale en sens général, pour l'instant ils s'abstiennent. Et le fait majeur, c'est d'abord l'abstention. Et c'est d'abord à ça que je pense, parce que la politique est complètement cramée, carbonisée. Je pense que les partis politiques sont cramés, carbonisés. Alors là-dessus, en effet, Le Pen, elle surfe un minimum avec sa démagogie habituelle, avec un discours que je combats, mais aussi avec l'idée, en gros, vous avez goûté à tout, vous allez goûter à moi. Et mais moi, elle occupe un terrain qui n'est plus occupé par l'extrême gauche aujourd'hui. Non. Parce que celui de la contestation concrète contre le gouvernement, elle n'est jamais là. Parce qu'en général, sur le fond, elle est finalement d'accord avec l'idée qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faudra faire d'une manière ou d'une autre des réformes qui sont toujours favorables à une toute petite partie de la population, c'est-à-dire une minorité privilégiée. Mais quand les travailleurs se mobilisent, par exemple, je pense par exemple au mouvement des cheminots, elle était contre la grève. Alors, si le Front National marche aussi aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Marine Le Pen. Alors, vous, à une époque, vous étiez un peu le visage de l'extrême gauche en France. Vous avez eu des bons résultats aux élections. Vous êtes mis un petit peu en retrait. Aujourd'hui, on a l'impression que l'extrême gauche n'existe plus. On est complètement perdu dans les scrutins municipaux européens. On voit Jean-Luc Mélenchon, on vous voit ressortir aujourd'hui. Vous reprenez un petit peu la main ? Olivier Besancenot. Vous êtes sympa, comme vous dites, je ressors. Si vous regardez bien, j'ai toujours été présent sur le terrain dans les mobilisations sociales et politiques. Vous êtes mis un peu en retrait. J'ai décidé de plus être candidat à l'élection présidentielle, d'avoir fait ce que j'avais dit en étant candidat 2 fois et dire que la 3e fois, je ne serais pas. Il y a pas mal de responsables politiques, en effet. Vous n'avez pas été remplacé. Mais si, il y a Philippe Poutou qui a fait une très bonne campagne, qui est toujours là. Il n'y a pas été remplacé. Écoutez, on a un parti politique qui a plusieurs visages. Philippe Poutou, Christine Poupin, Sandra Demarque, que vous avez d'ailleurs invité dans vos studios cet été. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, on n'est pas le parti d'un seul. Et ça, c'est vachement agréable parce que justement, je suis contre la personnalisation en politique. Parce que la personnalisation en politique, ça consiste à dire, vous êtes claqué, vous êtes fatigué, les temps sont durs, votez pour moi, je vais tout régler à votre place. Et moi, je suis là en train d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent que ceux qui vivent de la politique, ceux dont c'est le métier, peuvent raconter ce qu'ils veulent. Au final, ce qu'ils vont faire, c'est en fonction de ce qui rentre dans leur portefeuille, quelle que soit leur étiquette politique. Mais chaque parti doit avoir un porte-parole. Dans chaque manif, il y a un vrai porte-parole. C'est autre chose, mais je suis pour la déprofessionnalisation de la politique. Au NPA, par exemple, nous, on est des militants, mais on est salariés, chômeurs, retraités, étudiants, et sur la base du temps libre qui nous reste, on continue à militer. Moi, j'ai jamais cessé d'être postier, tout en faisant une représentation politique. Et pour moi, c'est essentiel parce que le restant, c'est du pipeau. Donc ça passe par des mesures concrètes. Si on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus, par exemple, de corruption, une classe politique cramée, comme j'étais en train de l'expliquer, déprofessionnaliser la politique, c'est interdire le cumul des mandats, pas faire plus de 2 ou 3 mandats au cours de sa vie, puis ensuite on retourne au boulot, on laisse sa place à d'autres, qu'on voit jamais sur les bancs des assemblées démocratiquement élues. Et puis, il faudrait plafonner la rémunération des élus. Il n'y a pas de raison que les élus gagnent plus que la majorité de la population qui sont censés représenter. Ça, c'est des mesures concrètes. Vous savez quoi ? Même Marine Le Pen, ça, elle est contre. Parce qu'elle, comme les autres, elle a la dalle du pouvoir. Les propositions concrètes d'Olivier Besancenot. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.